Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 3, le comportement de l'animal. Épisode 24, zoomorphisme et anthropomorphisme. L'observation des animaux conduit à repérer chez l'homme des comportements identiques et à procéder à des comparaisons. À notamment noter que les hommes se comportent parfois exactement comme des bêtes. Philippe mange salement, c'est un cochon. Jean-Louis aime poursuivre de ses assiduités les jeunes femmes, c'est un prédateur. Sous le comportement des hommes transparaissent des comportements d'animaux. Et notre langage est saturé de ces glissements qui ne sont pas malheureusement des métaphores. On dira de tel ou tel qu'il est un parasite, de tel autre qu'il rugit de colère, qu'il se cabre. En fait, c'est très exactement comme si notre langue usuelle ne cessait de chercher à nous ramener à une animalité refoulée, à peine recouverte du glacis cosmétique de quelques bonnes manières. Pour dire les comportements des hommes, eh bien, il faut reconnaître que j'emploie le plus souvent le lexique qui exprime celui des animaux. Un seul exemple parmi des milliers. Un exemple très commun. À table, c'est l'heure de manger. Quel étonnant retour de la mangeoire. Manger, c'est utiliser ses mandibules, sa mâchoire. On exprime alors le simple phénomène de mastication de la nourriture, hors de toute culture pour laquelle on préférerait dîner, déjeuner, souper. Un être humain, ça ne mange pas, ça dîne, ça déjeune, ça grignote. Nous ne cessons de nous livrer, de la sorte, à une animalisation plus ou moins consciente des hommes. Eh bien, cela, ça porte le nom de zoomorphisme. À l'instar du génial Charles Lebrun, sublime artiste du XVIIe siècle, célèbre pour avoir conçu la Galerie des Glaces à Versailles, nous repérons sous les traits des hommes ceux des animaux, comme si se révélait la nature de chacun d'entre nous à travers une ressemblance éthologique ou morphologique avec un animal. Le fabuliste, La Fontaine, a d'ailleurs sur la question une assez belle expertise. Qu'on se souvienne de cette fable extraordinaire intitulée « La chatte métamorphosée en femme ». Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilèges et par charme, fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte, en un beau matin, devient femme. Et le matin même, Maître Sot en fait sa moitié. Quelques vers plus loin, La Fontaine ajoute « Il l'amadoue, elle le flatte. Il n'y trouve plus rien de chatte, et poussant l'erreur jusqu'au bout, la croit femme en tout et partout. Lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le plaisir des nouveaux mariés. Aussitôt, la femme est sur pied. Elle manqua son aventure, souris de revenir, femme d'être en posture. » Et La Fontaine termine la fable en rappelant que la chatte, sous la femme, a ressurgi, et que le naturel est revenu au galop. Alors, l'anthropomorphisme que l'on voit souvent à l'œuvre dans notre discours sur l'animal, discours dans lequel nous lui prêtons des qualités humaines, en fait, le cède plus souvent qu'on ne le croirait au zoomorphisme. Les fables, à ce propos, placent-elles sur le visage des hommes le masque de l'animal, ou bien ne déchirent-elles pas le masque dont chacun se protège pour paraître un homme, alors que dessous demeure un animal? Le lion, est-ce un masque pour évoquer Louis XIV? Ou bien, sans doute plus subtilement, n'est-ce pas le visage de Louis XIV qui dissimule la gueule du lion?